à toutes et à tous pour vous être déplacés et avoir accepté donc de participer à cette conférence du gouvernement qui a un aspect très particulier, c'est que nous voulons l'axer essentiellement sur le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je souhaiterais qu'aujourd'hui nous puissions nous occuper essentiellement de ce ministère-là, en raison d'un point important, c'est tout le travail qui a été fait à la fois par les syndicats et par le gouvernement pour arriver à des propositions que le gouvernement a présentées aux syndicats et que nous aimerions partager avec vous sur la question notamment de ce qu'on appelait le statut valorisant, qui est un point important issu donc des négociations et du protocole d'accord entre le gouvernement et l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation nationale. Donc pour ce point de presse, nous allons avoir donc une déclaration liminaire qui va être faite donc par le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ensuite, nous pourrons répondre à vos questions. Mesdames et messieurs les journalistes, dans le cadre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, appelée CNSE, le 27 janvier 2018, suite à 4 mois donc de mouvements sociaux que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ou bien dirais-je que le système éducatif a connu, le gouvernement a pris l'engagement parmi les 56 points d'engagement pris, donc en particulier d'élaborer un statut valorisant ou particulier, c'est selon. Dans le protocole d'accord, c'est 10 statuts valorisants, mais dans le répertoire interministériel des métiers et des emplois, ces statuts particuliers au profit des personnels de l'éducation et de la recherche, en vue donc de contribuer à favoriser la qualité de l'éducation. Donc pour l'opérationnalisation de cet engagement, et conformément au protocole, donc au terme du protocole d'accord, un comité d'experts devait proposer au plus tard le 31 mai 2018 un document technique qui devait servir de base d'échange entre le gouvernement et la Coordination nationale des syndicats de l'éducation pour l'élaboration du dit statut dans le cadre du statut général de la fonction publique d'État. C'est-à-dire que ce projet de statut ne peut pas se mettre en œuvre en dehors de la loi 081, qui est la loi qui organise la fonction publique d'État. Donc le document technique ainsi que le projet de statut particulier ont été élaborés par le comité d'experts qui a été mis en place par le gouvernement, par arrêté 2018-84 du 26 avril 2018. Et ces deux documents ont été rédigés courant mai 2018. Tous les deux documents ont été remis à la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, respectivement le 30 mai, pour respecter l'engagement du gouvernement en termes de délai, et le 11 juin pour le deuxième document, qui en principe n'était pas prévu à être donné. Mais nous avons tenu à le faire, c'est-à-dire la démarche de soumettre simultanément les deux documents à la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. C'était dans l'objectif de favoriser une célérité dans la phase d'élaboration du document de statut particulier. Alors en réaction, la Coordination des syndicats de l'éducation a formulé et transmis ses observations, aussi bien sur le projet de document technique que sur celui portant statut particulier le 31 juillet 2018. Parmi les observations formulées, il y a entre autres le relèvement du niveau de recrutement de l'ensemble des emplois spécifiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que la classification catégorielle et l'octroi de nouvelles indemnités, c'est-à-dire le relèvement jusqu'à la catégorie P, alors que là, pour la plupart des emplois, on a un plafonnement à la catégorie A, sauf pour les emplois d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire. Mais pour tous les autres, ils ont souhaité un relèvement aussi. Et l'amélioration de la classification catégorielle des emplois et l'octroi de nouvelles indemnités. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, dans le souci d'examiner les observations faites par la partie syndicale en lien avec les propositions du gouvernement, le gouvernement a décidé d'engager des négociations qui devraient aboutir à la rédaction d'un projet de statut valorisant. Donc, à cet effet, le gouvernement a mis en place un comité de rédaction bipartite. Et au départ, la proposition du gouvernement faite, c'était que ce comité bipartite soit fort de 20 membres.
10 de la partie gouvernementale et 10 de la partie syndicale. Mais les syndicats ont fait l'observation de ramener à 30 membres, parce qu'au niveau de la coordination des syndicats de l'éducation, il y a 15 syndicats. Et ils souhaitaient que chaque syndicat soit représenté au regard donc, de la spécificité des discussions qui allaient se mener. Et le gouvernement a accédé à cette requête. Et le 19 septembre 2018, un arrêté a été pris pour donc créer ce comité bipartite composé de 30 membres, dont 15 de la partie syndicale et 15 donc, du gouvernement. Et avec un mandat qui était de rédiger le projet de décret portant statut particulier qui devait être soumis par la suite au gouvernement. Alors aussi, le gouvernement a tout mis en œuvre pour que les échanges sur le projet de statut se déroulent dans de bonnes conditions. Ainsi, un premier atelier a été organisé à Koudougou du 8 au 17 octobre 2018, puis un second du 12 au 22 novembre 2018, mais le second n'est malheureusement pas allé jusqu'à terme. En effet, donc, le 17 novembre 2018, il a été suspendu au regard donc, de certaines situations de blocage afin de permettre donc, à la partie gouvernementale de soumettre l'ensemble des propositions, qu'elles soient du côté de la partie gouvernementale que du côté de la partie syndicale, donc à l'arbitrage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc c'est ainsi que le 28 novembre 2018, donc son Excellence Monsieur le Premier ministre a convoqué un conseil de cabinet gouvernemental qu'il a lui-même présidé à l'effet d'examiner l'ensemble des propositions et de statuer sur chacune d'elles. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, donc, les réponses du gouvernement donc, à l'issue de l'examen des propositions et statuant sur chacune des propositions, donc, les réponses du gouvernement sont les suivantes. Et donc, je vais donner les réponses du gouvernement par famille d'emploi. Parce qu'au niveau du moment, on a plusieurs familles d'emploi. Et là, la première famille d'emploi, c'est le préscolaire, couramment appelé maternelle, et le primaire. Alors, à ce niveau, les réponses du gouvernement sont les suivantes. 1, c'est le relèvement du niveau de recrutement, donc à Bac plus 2 ans de formation, donc de tous ceux qui accèdent donc à l'emploi du préscolaire et du primaire. Il faut dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc c'est un recrutement au niveau BEPC plus 2 ans de formation et ils sont classés dans la catégorie C1 de la fonction publique. Et l'idée, pour favoriser la qualité du système éducatif, le gouvernement consent à relever au niveau baccalauréat maintenant plus 2 ans. Donc ça veut dire que pour aller dans les ZENEP, désormais, si effectivement le statut est adopté, donc les candidats se présenteront avec le baccalauréat et ils auront pour 2 ans de formation dans les ZENEP, que ce soit dans le privé ou dans le public. Mais pour tenir compte aussi d'un vivier qui existe, qui est évalué à environ 30 à 40 000 donc, burkinabés qui se sont formés avec le BPC, à titre personnel dans les ZENEP, qui sont des structures publiques de formation des enseignants du primaire, ou dans les EPFEP, qui sont des structures privées de formation des maîtres. Donc, pour tenir compte donc, de ce vivier qui existe là, c'est qu'on a un moratoire de 5 ans pour permettre donc à ces personnes-là de pouvoir continuer de prendre part au concours de recrutement des instituteurs certifiés directs, mais tout en se formant aussi pour obtenir le baccalauréat, afin que 5 ans après, ce soit le baccalauréat plus donc le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique qui soit de mise pour le recrutement des instituteurs agents certifiés. Par contre, pour le concours d'entrée dans les ZENEP, ça va être à partir du bac plus 2. Et donc, ils seront désormais classés dans la catégorie B1. Donc, c'est ça. Et ça amène à la deuxième donc, réponse du gouvernement, qui est la mise en voie d'extinction des emplois d'instituteurs adjoints certifiés. Donc ceux qui sont recrutés directement avec le BPC plus 2 ans en C1 ou ceux qui sont formés dans les ZENEP avec le BPC et qui font 2 ans de formation. Et aussi donc, la mise en voie d'extinction de l'emploi des moniteurs d'éducation des jeunes enfants, c'est le même niveau. Alors le gouvernement aussi, comme réponse, a décidé de la création d'emplois d'éducateurs certifiés au niveau du préscolaire et de professeurs certifiés d'école. Donc on ne dira plus instituteurs adjoints certifiés pour ceux qui seront recrutés avec le bac formé en 2 ans, mais on les appellera des professeurs d'école. Et puis, à la suite de cela, ils feront un examen professionnel pour devenir professeurs certifiés d'école. Et au niveau donc, du préscolaire aussi, ils seront appelés éducateurs certifiés du préscolaire. Et eux, ils seront classés maintenant dans la catégorie A échelle 3. Alors qu'aujourd'hui,
Le plafond au niveau des instituteurs, c'est les instituteurs certifiés. Et au niveau du préscolaire, donc ce sont les encadreurs des jeunes enfants. Et ces deux catégories-là sont plafonnées à la catégorie B échelle 1. Mais désormais, ils iront à la catégorie A échelle 3 et ça va concerner plus de 80 000 agents. Alors, le gouvernement aussi dans ses réponses, a décidé donc de la mise en voie d'extinction de l'emploi d'instituteur principal. L'emploi d'instituteur principal, c'est un emploi d'encadrement au niveau du primaire et ils sont classés en catégorie A échelle 3 et ils sont en général directeurs d'école détachés. En général, ils n'enseignent pas et puis ils encadrent les enseignants et certains se retrouvent dans des conditions d'éducation de base ou dans des directions provinciales et ils accompagnent donc dans l'encadrement. Donc le gouvernement en fait propose la création d'un seul corps d'encadrement pour consacrer plus de prérogatives aux encadreurs et donc pour ce faire donc dans ses réponses propose donc l'extinction de l'emploi d'instituteur principal, mais la nomination de l'ensemble de ces instituteurs principaux là comme inspecteurs de l'enseignement primaire. Ils seront tous nommés inspecteurs de l'enseignement primaire, donc ils garderont les prérogatives d'encadrement pédagogique, d'autres resteront directeurs d'école, d'autres iront toujours donc dans les directions provinciales, les directions régionales, les directions des circonscriptions d'éducation de base pour faire l'encadrement, mais ils conserveront leur classification catégorielle. Et maintenant, par concours professionnel, ils pourront accéder à la catégorie A échelle 1 parce qu'ils sont actuellement en A3. Donc il faut dire aussi que le gouvernement a consenti donc à la suppression aussi de l'emploi de conseillers pédagogiques itinérants. Parce qu'actuellement, au niveau de l'enseignement primaire, il y a 3 niveaux au niveau de l'encadrement pédagogique. Il y a les instituteurs principaux, j'en ai parlé. Il y a les conseillers pédagogiques itinérants qui sont classés en catégorie A échelle 2. Et puis il y a les inspecteurs de l'enseignement du premier degré, IEPD, qui sont classés en catégorie donc A échelle 1. Maintenant, ce que le gouvernement a arrêté, c'est qu'il y ait un seul corps d'encadrement et ils ne s'appelleront plus des inspecteurs de l'enseignement du premier degré, mais ils seront appelés inspecteurs de l'enseignement primaire. Et tous ceux qui sont instituteurs principaux seront nommés dans cet emploi, mais en conservant leur classification catégorielle à échelle 3, mais pourront prendre part au concours professionnel pour passer à la catégorie à échelle 1. Les conseillers pédagogiques itinérants aussi, c'est mis en voie d'extinction. Ils seront tous nommés inspecteurs de l'enseignement primaire, mais en conservant la classification catégorielle de A échelle 2. Mais par concours professionnel aussi, ils pourront accéder à l'emploi donc d'inspecteurs de l'enseignement primaire. Et les inspecteurs de l'enseignement du premier degré resteront, donc ils seront appelés désormais inspecteurs de l'enseignement primaire. On aura un seul corps d'encadrement et ça va nécessiter la réorganisation des circonscriptions d'éducation de base pour qu'à ce niveau, parce qu'à ce niveau aujourd'hui, on a un seul inspecteur à ce niveau. Il arrive qu'on ait un ou quelques conseillers pédagogiques et puis quelques inspecteurs principaux. Maintenant, dans les circonscriptions d'éducation de base, il y aura effectivement un inspecteur de l'enseignement primaire qui sera nommé chef de service, mais il y aura un bureau de l'encadrement pédagogique dans lequel on va amener des inspecteurs de l'enseignement primaire qui pourront être en A1 ou en A2 ou en A3, c'est selon, pour mieux travailler à l'encadrement. Ce qui est proposé aussi au niveau du préscolaire, c'est le maintien donc de l'emploi d'encadrement à ce niveau, parce que là, il y a un seul corps d'encadrement, donc c'est les inspecteurs d'encadrement des jeunes enfants. Maintenant, ils seront appelés donc inspecteurs d'encadrement du préscolaire. Donc, c'est un seul corps d'encadrement à ce niveau. Donc, et enfin, pour cette grande famille d'emplois du préscolaire et du primaire, parce que les syndicats avaient souhaité qu'on ait donc une carrière spécifique pour l'éducation non formelle. Donc, le gouvernement a arrêté comme dans ses réponses. Donc, c'est de la prise en compte du volet non formel donc, dans la formation des enseignants du primaire. Désormais, il y aura 2 options, l'option non formelle et puis l'option formelle. Et ça existe déjà au ministère de l'Éducation nationale pour l'encadrement pédagogique. Donc, il y a l'option encadré inspecteur de l'enseignement du premier degré, option formelle et option non formelle. Donc, on va l'amener déjà au niveau de la formation des enseignants pour mieux développer donc, ce pan du système éducatif. Alors, au niveau de la grande famille du poste primaire et du secondaire, le poste primaire, c'est la 6e en 3e, ou les collèges d'enseignement technique et professionnel. Et le secondaire, c'est de la seconde en terminale, ou les lycées techniques, les lycées professionnels, les lycées scientifiques. Donc, cette grande famille d'emplois-là, donc le gouvernement, parce que les syndicats avaient souhaité
qu'on ne recrute plus pour favoriser la qualité de l'éducation, qu'on ne recrute plus des enseignants titulaires d'un diplôme universitaire et les amener directement sur le terrain pour enseigner. Donc on a ce recrutement direct là. On recrutait des enseignants qui avaient le DEUG ou un DUT ou un BTS. Donc on les amenait directement pour enseigner. Ils étaient classés en catégorie B échelle 1. On recrutait aussi certains qui avaient une licence. On les amenait directement enseigner après une formation souvent d'1 ou 2 semaines. Et puis ils allaient enseigner directement. Ils étaient pour ceux de la licence en catégorie A échelle 3. Et par concours professionnel, ils pouvaient gravir donc les échelons. Et donc la partie sénégalaise a considéré que cette voie de recrutement-là ne favorise pas donc un système éducatif de qualité parce qu'ils ne reçoivent pas de formation pédagogique avant d'aller sur le terrain. Le gouvernement a accédé effectivement à cela, mais a considéré qu'au regard des besoins en enseignant au poste primaire et au secondaire, parce que n'oublions pas qu'en 2014, donc, nous avons généralisé donc, le poste primaire un peu partout pour favoriser le continuum éducatif dans le cadre de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc aujourd'hui sur le terrain, il y a un besoin énorme en enseignants, il y a des revendications partout sur la question des vacations, il n'y a pas assez d'enseignants, etc. Et donc le gouvernement accepte effectivement d'éteindre cette voie-là, mais décide d'observer une période transitoire de 4 ans avant de le faire. Pourquoi 4 ans? Parce qu'à l'Institut des sciences, lorsque nous recrutons des élèves professeurs, c'est à partir du baccalauréat, et ils font 4 ans de formation avant de sortir professeurs certifiés des collèges d'enseignement généraux pour aller sur le terrain. Et donc cette décision-là, ça nécessite une planification des recrutements pour ne pas bloquer le système. C'est pour ça qu'on a donné une période de 4 ans pour pouvoir commencer à recruter à partir de la mise en œuvre donc, du statut particulier suffisamment à l'Institut des sciences et à l'École normale supérieure de Koudougou pour que 4 ans après, on n'ait plus vraiment besoin de recruter directement à injecter donc, sur le terrain. Toujours dans cette grande famille d'emplois du poste primaire et du secondaire, ce qu'il faut dire, donc, le gouvernement aussi, dans le cadre pour favoriser donc, la qualité du système éducatif, donc, a proposé la création donc, d'un emploi nouveau, qui est l'emploi de professeur agrégé de l'enseignement secondaire. Alors, les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire auront la capacité d'enseigner dans les lycées, mais aussi d'enseigner dans les classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles et dans les lycées scientifiques aussi. Donc, c'est dans toutes les disciplines que cela va se faire. Donc, ce sont des professeurs que nous recrutons à partir du master ou par concours professionnel pour ceux qui sont déjà professeurs certifiés des lycées et collèges, CAPES. Ça, c'est des professeurs qui ont été recrutés avec la licence, qui ont fait 2 ans de formation, qui sont sortis à A1, qui sont là, qui pourront faire un concours professionnel, être formés pendant 2 ans, et puis revenir maintenant enseigner encore dans les lycées, mais aussi dans les classes préparatoires, etc. Ils pourront enseigner, et donc le fait d'avoir cette nouvelle formation, qui sera à la fois théorique et pédagogique, ça va leur donner de nouvelles compétences, et ils seront suffisamment outillés pour pouvoir davantage agir sur la qualité du système éducatif. Le gouvernement a proposé l'extinction à ce niveau donc, de l'emploi de conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire. Il faut dire qu'au niveau de l'enseignement secondaire, il y a 2 emplois d'encadrement pédagogique. Il y a les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire qui, en fait, sont recrutés par concours professionnel sur la base des professeurs certifiés des lycées et collèges, des CAPES, et qui font 2 ans de formation. Et ce sont ces conseillers pédagogiques-là qui, après un certain nombre d'années d'expérience, font le concours professionnel, sont formés en 2 ans et qui sont classés en catégorie P, échelle B, et deviennent inspecteurs de l'enseignement secondaire. Donc le gouvernement a décidé aussi d'éteindre donc cette voie-là pour consacrer aussi au niveau du secondaire un seul corps d'encadrement pédagogique. Ça va être des inspecteurs de l'enseignement secondaire. Et en ce moment, tous les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire que nous avons aujourd'hui seront nommés dans l'emploi d'inspecteurs de l'enseignement secondaire, mais vont conserver leur classification catégorielle PC. Et ils pourront par concours professionnel accéder à la catégorie P échelle B. Et désormais, ce sont les professeurs agrégés des lycées et collèges qui pourront faire le concours, donc avec les conseillers pédagogiques qui sont nommés là, le concours pour accéder donc à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement secondaire classé à la catégorie P échelle B. Alors il faut dire que le choix d'un seul emploi d'encadrement, c'est comme celui au niveau du préscolaire et du primaire, c'est vraiment pour renforcer donc, les prérogatives de l'encadrement pédagogique et faire en sorte qu'il puisse agir véritablement donc, sur la qualité du système éducatif. Alors, il y a une autre famille d'emplois qui est nouvelle et qui correspond en fait à un point parmi les 56 points d'accord, c'est la création de l'emploi de responsable d'établissement. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation,
au regard de l'actualité, de ce que vous voyez sur le terrain, il est difficile aujourd'hui d'avoir dans beaucoup d'établissements des directeurs de CEG et des proviseurs de lycée. Et régulièrement, on a des demandes de déchargement. Donc, beaucoup de collègues demandent à être déchargés de cette fonction. Et donc, dans les discussions, le gouvernement a accepté de créer un emploi spécifique. Et cet emploi-là, c'est l'emploi d'administrateur des lycées et collèges. Et à ce niveau, le gouvernement, donc, dans ses réponses, décide de la création de 3 emplois. Le premier emploi, c'est l'emploi d'administrateur de collège. Donc, ils seront chargés de diriger les collèges d'enseignement généraux et les collèges d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et eux, ils seront classés dans la catégorie A, échelle 1, et ils seront recrutés parmi donc, les professeurs de CEG, parmi donc, les conseillers de la vie scolaire, etc. Donc, ils seront recrutés parmi ces personnels-là pour pouvoir donc, administrer les collèges. Et le deuxième emploi, c'est l'emploi d'administrateur des lycées et collèges. Donc, eux, ils seront recrutés parmi les professeurs certifiés, les conseillers principaux d'éducation, les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, qui sont, eux, classés dans la catégorie A, échelle 1. Ils seront recrutés parmi ces personnels-là, ils feront une formation de 2 ans et ils seront classés en catégorie PC. Et eux, ils vont diriger les lycées d'enseignement généraux, ils vont diriger les lycées professionnels, les lycées techniques, ils vont diriger aussi, donc, ils pourront diriger certains lycées scientifiques, là où il n'y a pas les classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles. Mais là où il y a les classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles, ça c'est la 3e catégorie, ce sont les administrateurs principaux des lycées et collèges. Eux, ils seront recrutés parmi les administrateurs des lycées et collèges. Ils feront 2 ans de formation, ils seront classés en PB. Et ils seront chargés d'encadrer les administrateurs des collèges, les administrateurs des lycées et collèges, mais ils pourront aussi diriger les classes des grands lycées où on va mettre en place des classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles, parce qu'au niveau du gouvernement, on prévoit créer des classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles, dans les lycées scientifiques, pour qu'après le baccalauréat, certains élèves puissent faire 2 ans de formation post-baccalauréat, qui correspond à 2 ans de formation du LMD, et pouvoir aller dans des écoles d'ingénieurs. Donc, les administrateurs principaux des lycées et collèges pourront aussi administrer des lycées et collèges, mais aussi et surtout assurer l'encadrement administratif et pédagogique des administrateurs des collèges et des lycées. Alors, le gouvernement aussi, dans le cadre du protocole d'accord, a accédé à la création d'emplois de laborantins. Et dans les discussions, le gouvernement, au regard des discussions et des propositions formulées, et le gouvernement a statué et propose donc la création de l'emploi de technicien supérieur de laboratoire des lycées et collèges. Donc ils sont classés en catégorie B, échelle 1, et ils sont recrutés à partir du baccalauréat et feront 2 années de formation pour devenir donc les laborantins, les techniciens de laboratoire. C'est important parce que c'est eux qui préparent les labos pour permettre aux professeurs de CEG et aux professeurs des lycées et collèges d'aller animer ces labos avec les élèves. C'est un corps de métier qui est important, mais il est important aussi qu'ils soient en dessous des professeurs de CEG et des professeurs des lycées et collèges, parce que c'est eux qui leur donneront des instructions. S'ils sont au même niveau, ça va créer des problèmes. S'ils sont au-dessus, ils vont refuser de recevoir des instructions. Mais dans le jeu des passerelles, ils auront la possibilité de continuer leur carrière en devenant professeurs de CEG ou professeurs de lycées et collèges, et puis monter dans leur carrière pour devenir inspecteurs demain ou administrateurs principaux des lycées et collèges. Il y a aussi une autre famille d'emplois, c'est la famille d'emplois administration et gestion. Ça, c'est une famille d'emplois au MENA. Donc, le gouvernement avait souhaité fusionner. Et là, c'est en discutant aussi avec les écoles de formation du gouvernement, au niveau du gouvernement, comme l'ENAM et autres, au regard des conditions de formation et des programmes de formation, le gouvernement voulait fusionner l'emploi des intendants scolaires et universitaires et celui des attachés d'administration scolaire et universitaire. Mais finalement, il y a eu des propositions contraires de la partie syndicale. Et quand le gouvernement a regardé le 28 novembre, le gouvernement a statué et a décidé de maintenir ces emplois-là désagrégés. Donc ces emplois restent comme tels avec les classifications actuelles de B1 et de A1. Et aussi le maintien des emplois d'éducation et orientation scolaire et professionnelle où on a les conseillers d'éducation, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'orientation scolaire et universitaire. Donc à ce niveau aussi, on n'a pas de changement. Mais ce qu'il faut dire aussi qui est très important en termes de valorisation, c'est la question des passerelles d'accès aux différents emplois. C'est-à-dire désormais, il sera possible pour un professeur d'école qui était des instituteurs adjoints certifiés d'avant, ou pour des professeurs certifiés d'école, ou des éducateurs de préscolaire ou des éducateurs certifiés de préscolaire, d'accéder à d'autres emplois,
sur la base des diplômes universitaires. Ils peuvent devenir professeurs certifiés des lycées et collèges, professeurs de CEG, et puis continuer leur carrière jusqu'à l'administration d'établissements, à travers donc des passerelles. Donc il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes, parce qu'on a beaucoup de collègues au niveau du MENA qui sont instituteurs, qui ont des diplômes universitaires, mais qui ne leur permettent pas d'accéder à l'emploi d'enseignants du secondaire, alors qu'ils ont déjà reçu des formations pédagogiques. Ils ont une bonne formation pédagogique, et s'ils ont des diplômes universitaires, par les jeux de passerelles, ils pourront y accéder, et ça va rendre dynamique, et ça va favoriser aussi donc, la formation des qualités de notre personnel. Et ça, c'est très important à dire. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, toutefois, il faut dire que lors des négociations entre les partis gouvernementaux et syndicales, des difficultés ont été enregistrées, comme j'ai dit un peu au début. Et si la majeure partie de ces difficultés ont trouvé des solutions consensuelles, il faut noter que certaines ont constitué des points de blocage. C'est ce qui a amené justement le comité à soumettre toutes ces différentes situations de propositions consensuelles et de blocage là, au gouvernement, afin que le gouvernement puisse statuer et apporter des réponses. Et c'est bon de vous préciser ces différents points de blocage là. Le premier point, j'avais un peu parlé de ça tantôt, c'est le relèvement généralisé de la classification catégorielle et la création de nouveaux emplois et la gestion de l'existant, c'est-à-dire gérer donc le contingent actuel et les questions indemnitaires. Aussi les questions indemnitaires, ce que le gouvernement dit, c'est qu'il y a déjà eu dans le cadre du protocole d'accord un accord sur la revalorisation des indemnités qui sont même en cours de mise en œuvre actuellement. Et dans le cadre donc de la loi organique en cours d'élaboration, les questions indemnitaires seront abordées là-bas. Donc le gouvernement n'a pas consenti à discuter et à examiner ces questions-là avec donc la partie syndicale. Pour les questions de classification catégorielle et de création de nouveaux emplois, comme je vous ai dit au début, donc ces différentes discussions-là doivent se faire dans le cadre du protocole d'accord en rapport avec la loi 081, qui est la loi qui organise la fonction publique d'État. On ne peut pas discuter en dehors de ça. Et donc, tout ce qui a été proposé est donc en rapport avec cela. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ce qu'on vous a présenté, étant donné que la mise en œuvre s'appuie sur la loi 081, il y a des critères pour prendre part à des examens professionnels, à des concours, des critères d'âge, etc. et tout. Et donc, ce projet de statut valorisant, s'il venait à être mis en œuvre, il y a certaines personnes qui ne seront pas concernées. Et le gouvernement a consenti à ce niveau à accorder une bonification d'un échelon pour compter de janvier 2020 à tous les personnels du MENA exerçant les emplois spécifiques dans le ministère et qui sont atteints par la limite d'âge et qui ne pourront pas postuler aux examens et concours professionnels et donc de ce fait ne pourront pas bénéficier de la revalorisation de carrière promise par le gouvernement dans le cadre du protocole d'accord. Mais pour compter de 2020. Pourquoi pour compter de 2020? Parce que si le gouvernement venait à mettre en œuvre ce protocole d'accord à partir de 2019, les effets ne peuvent pas être constatés avant 2020. Les premiers effets, c'est pour tous ceux qui peuvent, par examen professionnel, par simple examen professionnel, donc ça concerne les instituteurs et les moniteurs des jeunes enfants, c'est eux qui pourront, par simple examen professionnel, passer de la catégorie B1 à la catégorie A3. Et la constatation se fera à partir de 2020. Donc, par souci d'équité, c'est de dire que, comme certains vont commencer à constater en 2020, parce qu'ils sont dans des conditions qui le permettent, ceux qui ne peuvent pas là, qu'on leur permette aussi à partir de 2020 de constater une bonification d'échelon. Et ce qu'il faut dire en fait, c'est que dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats, le gouvernement a accepté de donner pour l'ensemble du personnel du MENA qui exerce des emplois spécifiques du MENA, une bonification d'un échelon. Et cette bonification devait être constatée pour compter donc du 1er janvier 2018, mais avec effet à partir de fin septembre dernier. On n'a pas pu le faire jusqu'à présent parce que sur le plan des textes, dans le cadre de la 081, il n'y a que 2 voies d'octroi de la bonification d'échelon. C'est soit par concours, disons par décoration, lorsque vous êtes décoré, vous avez droit à une bonification d'un échelon, ou lorsque vous avez effectué un stage de 18 mois officiel qui a été concluant, donc vous pouvez bénéficier d'une bonification. N'étant pas dans ces 2 cas de figure, la loi permet que, dans le cadre de la prise de texte d'application de la loi 081, que des dispositions transitoires soient prises pour vider des questions ponctuelles et spécifiques. Et comme ça c'est une question ponctuelle, si vous regardez le projet
de statut particulier que nous avons soumis le 11 juin à la partie syndicale, nous avons mis en disposition transitoire cet aspect-là, qu'ils bénéficient tous d'une bonification d'échelon. Et pour nous, justement, la prise donc, rapide donc, de ce statut valorisant-là va favoriser la mise en œuvre de ce point donc, du protocole d'accord que le gouvernement s'engage effectivement à mettre en œuvre, qui n'est malheureusement pas encore mis en œuvre. Nous sommes hors délai, mais que nous allons mettre en œuvre. Donc c'est pour cela qu'au niveau du gouvernement, donc, nous souhaitons effectivement que la partie syndicale puisse vraiment, dans un élan patriotique, comme ça a toujours été, hein, et ça il faut le dire, il y a eu pas mal de difficultés, mais on est arrivé quand même à terminer l'année dans de très bonnes conditions, avec de bons résultats par endroit, et à organiser des examens spécifiques au niveau des zones difficiles sur le plan sécuritaire. Donc nous souhaitons et nous demandons à la partie syndicale que cet esprit donc, patriotique là les anime davantage afin que nous puissions travailler à valoriser donc, le système éducatif, à le renforcer afin de développer notre pays. Au regard des défis que le gouvernement a aujourd'hui sur le plan sécuritaire qui nécessite plus d'investissement, au regard des défis qu'on a sur la relance donc, de l'économie, etc., il y a des efforts effectivement qu'on doit faire de part et d'autre pour ne pas donc, détruire notre système éducatif qui est celui sur lequel on doit s'appuyer donc, pour évoluer et aller de l'avant. Donc le gouvernement est tout à fait ouvert et souhaite vraiment qu'on puisse aller très rapidement donc, à la mise en œuvre donc, des réponses qu'elle a formulées, de façon à ce que nous puissions sereinement continuer de poursuivre donc, le développement de notre système éducatif pour le bonheur donc, de notre peuple. Donc voilà un peu voilà les différents éléments que je voulais porter à votre connaissance. Donc, je me prête donc, avec l'ensemble des membres du gouvernement qui sont ici présents aux différentes questions pour apporter des éclaircissements donc, aux différents points qui ont été abordés aujourd'hui. Moi, je voudrais un peu revenir sur les questions sécuritaires. C'est vrai que dans le statut, on ne peut pas un peu parler de ça, mais est-ce que, voilà, aujourd'hui, nous sommes dans l'insécurité, les enseignants, même eux-mêmes, ils sont dans l'insécurité. Est-ce que ces questions sécuritaires sont prises en compte? C'est vrai qu'on parle de nouveaux emplois, mais si ces personnes ne sont pas en sécurité, est-ce que l'aspect de ces nouveaux emplois aura un effet vraiment un impact sur l'enseignement? Et je voudrais peut-être rebondir sur une petite inquiétude. À Titao et à Machakwali, il y a déjà plus de cours. Et j'aimerais savoir, est-ce que, comme au Sahel, il y aura des cours de rattrapage? À l'entame donc des propos de M. le ministre, il a dit que ce sont des propositions qui ont été faites donc par le gouvernement. Mon inquiétude se situe à ce niveau, c'est de savoir, est-ce que, comme ce sont des propositions du gouvernement, est-ce que la partie adverse, la partie syndicale, donc, a déjà accepté donc ces propositions? Sinon, est-ce qu'à ce niveau, vous n'êtes pas inquiet d'une certaine remise en cause justement de ce travail? Vous avez tantôt parlé du personnel déjà, donc qui serait peut-être atteint à la limite d'âge au moment de l'effectivité de ce statut valorisant. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le mécanisme de leur bonification? Deuxièmement, le gouvernement avait tantôt parlé qu'il n'y aurait plus de traitement sectoriel. Alors, je voudrais comprendre, notamment avec la réforme sur le système de rémunération, je voudrais comprendre à quoi ça répond ce statut-là, quand on sait que les conclusions des différentes réformes donc, entreront en vigueur en janvier 2019. Par rapport à la situation sécuritaire, notamment dans la région de l'Est, qu'est-ce qui est fait concrètement pour peut-être l'ouverture de ces écoles? On sait qu'il y a des centaines d'élèves qui ne partent plus à l'école. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Quand on va procéder au recrutement des enseignants à partir du niveau bac, plus une formation de 2 ans, et qu'en sera-t-il de ceux qui seraient toujours dans la catégorie, ceux qu'on a recrutés avec BEPC? Il y aurait une sorte de cohabitation d'enseignants qui font le même travail, les uns avec bac plus 2 et d'autres avec le BEPC. Voilà. Qu'en sera-t-il de ceux-là qui sont dans le niveau inférieur? Et puis, si le ministre pouvait faire un bilan, quelle est la situation actuelle de l'année scolaire dans les zones où il y a eu des préoccupations sécuritaires?
l'éducation, c'est le secteur qui emploie beaucoup de personnel et l'un des problèmes souvent c'est le reclassement ou bien le salaire après les sorties des écoles ou bien reclassement, on attend pendant des mois ou des années même. Est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises ou qui sont déjà prises pour que les attentes soient assez réduites? Donc merci pour la première question qui est liée au contexte sécuritaire. Effectivement, la question elle est prise en compte, hein. Elle est même prise très au sérieux. Il y a un travail qui se fait. Il y a deux aspects à séparer. Il y a l'aspect donc sécuritaire, donc qui relève. C'est vrai que c'est le gouvernement, mais au sein du gouvernement, il y a des ministères régaliens qui gèrent ces questions. C'est le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense qui y travaillent. Et pour ces aspects sécuritaires, donc les efforts qui sont en train d'être faits, les mesures qui sont en train d'être prises, ou les efforts qui sont faits quotidiennement sur le terrain, ce sont des aspects qu'on évite d'aborder et de présenter, même si on a un certain nombre d'éléments. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'à côté de cela, effectivement, nous rencontrons les acteurs et nous essayons donc de discuter avec ces acteurs. Et le dispositif sécuritaire qui se déploie permet par endroit de reprendre les cours. Par exemple, pour le cas du Lorum, ce n'est pas Titaou, pour le cas de tout le Lorum, et à la date d'hier, donc, la coordination provinciale des centres de l'éducation a levé son mot d'ordre de suspension. Il a décidé de reprendre parce qu'on a discuté, on leur a présenté un certain nombre de choses qu'on a décidé de faire et qui sont en cours sur le plan donc, sécuritaire. Et donc, à ce niveau, les activités vont reprendre partout où, donc, effectivement, il n'y a pas de problème ou partout où, effectivement, le dispositif sécuritaire est arrivé à se déployer. C'est le cas aussi des Machakwali où les écoles reprennent petit à petit. Donc à ce niveau aussi, il y a des discussions. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on peut exposer aussi des gens. Si je donne des noms d'écoles qui ont réouvert et tout, on peut exposer des gens qui y travaillent, etc. Mais c'est vous rassurer effectivement qu'il y a des reprises par endroit. Mais il y a des endroits où, pour le moment, effectivement, ce n'est pas encore fait. Et ça m'amène à répondre à la question du bilan. Bon, là, au niveau du système, pour le moment, les choses se passent normalement partout où on a pu reprendre en début octobre et ça continue. Il y a eu quelques petites difficultés comme celle d'hier, où malheureusement encore donc nos élèves sont utilisés donc pour les perturbations. Et là, je profite de votre micro pour appeler et demander aux parents d'élèves de s'investir pour que ces enfants-là puissent s'occuper de ce pourquoi ils sont à l'école, c'est étudier et se développer. Maintenant, il y a effectivement des écoles qui n'ont pas rouvert depuis l'année dernière où nous sommes en train de travailler. Actuellement, nous avons proposé une stratégie de relance qui devrait permettre d'ici là de pouvoir reprendre. Mais cette stratégie de reprise-là, elle est faite de concert avec l'aspect sécuritaire. Donc avec la sécurité, donc je ne peux pas entrer dans trop de détails, mais ça va ensemble. Donc il y a des endroits effectivement où les cours n'ont pas encore démarré, d'autres où ça a commencé, c'est suspendu, d'autres où ça a été suspendu et ça a repris. Donc on a plusieurs situations comme ça. On pourra vous faire donc un bilan exhaustif parce que ce n'était pas l'objet. Mais ça fait partie effectivement des préoccupations du monde éducatif. Parce que si à ce niveau, on n'arrive pas à renverser la tendance, donc ça va jouer sur la qualité, sur l'accès, sur l'équité au niveau du système éducatif, qui sont des valeurs donc, sur lesquelles donc, le gouvernement tient et sur lesquelles le gouvernement s'est engagé, que chaque enfant de ce pays puisse avoir accès au système éducatif. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que nous avons des stratégies de scolarisation accélérée, des stratégies accélérées qui permettront partout où cela sera possible de reprendre rapidement les cours, de pouvoir rattraper les retards et permettre à ces élèves-là de prendre part aux examens pour ceux qui sont en classe d'examen ou de suivre le programme donc, sans grande difficulté. Il faut dire que nous avons rencontré, après donc, la rencontre du 28 novembre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons rencontré ce matin d'ailleurs donc, la coordination des syndicats de l'éducation pour leur faire part des réponses du gouvernement aux différentes discussions qu'il y a eu. Et pour le gouvernement, en fait, nous espérons et nous souhaitons vivement qu'il puisse tenir compte de tous les paramètres que j'ai exposés pour qu'on puisse aller de l'avant et accepter d'y aller. Parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas créer des emplois ou faire un plan de carrière pour des agents en dehors de la fonction publique d'État, en dehors de la loi 081, qui d'ailleurs est un point d'accord. Dans le cadre du protocole d'accord, il a été dit que ce statut-là, il doit être rédigé conformément à la loi 081. Donc on ne peut pas faire des choses en dehors de cette loi-là.
C'est pour cela que, donc justement, c'est sur cette base-là que ce travail a été fait. Quand on regarde les emplois spécifiques du MENA, donc quand je dis emplois spécifiques, c'est les emplois du préscolaire, du primaire et de l'éducation non formelle, du post-primaire et du secondaire, de l'administration et de gestion. Nous avons au total, à la date d'aujourd'hui, 103 110 agents. Mais nous sommes à plus de 110 000 parce qu'il y a les emplois non spécifiques de secrétaires, de chauffeurs, d'agents de liaison, de certains agents de bureau qui ne sont pas spécifiques. Donc on a plus de 110 000 agents. Donc nous sommes pratiquement les 2/3 de la fonction publique. Nous avons 103 000. Donc les 103 110 agents qui sont concernés par les discussions sur le statut valorisant, il y a 81 000, donc comme j'ai dit, un peu plus de 81 000 agents qui sont soit instituteurs adjoints certifiés, ils sont dans le C là, qui sont soit instituteurs certifiés, qui sont soit encadreurs de jeunes enfants, soit moniteurs d'éducation du préscolaire, et il y en a d'autres dans l'administration. Et donc pour ces un peu plus de 81 000 là, il y a au moins 80 000 dedans qui pourront, par examen professionnel, pouvoir passer de la catégorie B1 à la catégorie A3. Mais pour ceux qui sont en C1, ceux qui sont instituteurs adjoints certifiés, ceux qui ont été recrutés avec le BPC, qui ont fait 2 ans de formation, qui viennent de sortir, qui n'ont pas encore fait le cap pour devenir instituteurs certifiés, ceux-là, ils auront la possibilité de faire 2 examens professionnels. Un premier examen professionnel pour être reclassé en B1 et un autre examen professionnel pour être reclassé en A3. Donc il y aura une cohabitation, mais qui va s'éteindre progressivement parce que les gens vont progresser au fur et à mesure pour passer, etc. Parce que là, au niveau du MENA, les instituteurs adjoints certifiés ou les moniteurs d'éducation des jeunes enfants, c'est vu un peu comme des emplois transitoires et temporaires en général. Donc, quelques années après, puisque c'est par simple examen professionnel, surtout pour les instituteurs adjoints certifiés, qui vont être instituteurs certifiés, c'est le CAP. Donc, en général, ils vont là-bas. Et donc, ça va permettre à au moins toute cette partie-là, qui sont quand même les 6/7e de l'effectif, de pouvoir, par simple examen professionnel, de changer de catégorie. Et donc, ça va avoir un impact sur donc, le niveau de vie, le salaire. Ça va avoir un impact sur l'indemnité de départ à la retraite, ça va avoir un impact sur la pension. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Maintenant, à côté de tout ceci-là, tous les autres-là, ils auront la possibilité, par des passerelles, de monter pour arriver en catégorie P. Pour tous ceux qui ont l'âge, en passant par les professeurs certifiés d'école ou l'administration des établissements, pour arriver en catégorie P. Et là aussi, il y a des avantages à tous les niveaux, jusqu'à l'âge de départ même à la retraite, qui est de 63 ans. Pour ceux qui sont en catégorie P, etc. Donc, il y a ces possibilités. Maintenant, tous ceux qui ne pourront pas le faire, parce que frappés par la limite d'âge, là, ils auront une seconde bonification d'échelon. Parce que la première n'est pas encore effective, mais elle le sera dès que le statut sera adopté. Donc, on va travailler à le faire. Et donc, si vous avez 2 bonifications, là, ça fait 4 ans que vous avez que vous rattrapez sur votre carrière. Et donc, ça a un impact aussi sur le niveau des salaires, le niveau de vie, mais ça a un impact aussi sur le départ à la retraite, l'indemnité de départ à la retraite et sur la pension. Donc ça, ce sont des avantages donc, assez intéressants qui sont accordés. Et donc, c'est un peu ça la question de la gestion de l'existant. C'est la réponse que je voulais donner à ce niveau et bénéficions d'une deuxième bonification d'échelon. Et comme on a dit, pour nous, l'histoire de 2020, là, c'est pour plus d'équité. Parce que personne ne pourra constater les effets de ce statut valorisant là, avant 2020. Puisque si on accélère assez vite, on mettra en œuvre à partir de 2019 et les premières constatations, c'est à partir de 2020. Donc il faut que tous ceux qui ne pourront pas et qui vont bénéficier d'une gratification le constatent aussi à partir du moment où les autres qui sont dans les conditions pourront donc le constater. Maintenant, pas de traitement sectoriel, non. Il y a un protocole d'accord qui a été signé, qu'on est en train de mettre en œuvre. Mais ce n'est pas contradictoire avec ce qui est en train d'être rédigé. Moi-même, j'ai fait partie de la commission qui a travaillé et je fais partie de la commission de suivi de ceux qui sont en train de travailler sur les différents éléments. Le projet de document de loi organique sur lequel on travaille, il n'y a pas de problème. Ça va être un reversement dans les nouvelles catégories qui tiennent compte du baccalauréat et du nombre d'années de formation professionnelle que vous avez reçu. Donc si ici, là, vous êtes en A1, et c'est considéré comme baccalauréat plus 5 ans de formation professionnelle, si là-bas le A1 là, correspond à A6, vous serez mis en A6.
ça ne va pas changer. Ceux qui sont en BPB, si c'est considéré comme baccalauréat, plus 8 ans de formation professionnelle, baccalauréat plus 9 ans de formation professionnelle, là-bas, il y aura une appellation au niveau donc, de la nouvelle loi et vous allez être classé là-bas, ça n'a aucun problème. Voilà, ça n'a pas il n'y a pas de problème spécifique. Et la bonification d'échelon, ça vous permet donc de changer d'échelon et donc il y aura la compensation qui sera faite à ce niveau. Donc il n'y a pas de problème. Sauf au niveau des indemnités, je vais revenir là-dessus comme il a demandé d'en parler. On a accordé des indemnités. Maintenant, dans le cadre de cette loi, donc, il y a un travail de réorganisation indemnitaire qui est en train d'être fait, qui va donc tenir compte de ça et ce n'est pas spécifique à cette situation. Donc chaque catégorie du corps spécifique du MENA aura une nouvelle indemnité de logement qui tient compte des agents qui sont sur le terrain ou pas. Parce que ce qui est important de dire, c'est qu'ils ont souhaité qu'on améliore leurs indemnités, leurs différentes indemnités, pour tenir compte du fait que les enseignants qui sont en classe utilisent leur domicile pour préparer les cours et autres. C'est pour ça que pour le personnel qui est en classe, qu'il soit enseignant ou encadreur, ils ont une indemnité qui s'est améliorée. Maintenant, il y a l'indemnité spécifique aussi qui a été élargie, qui est servie à tout le monde, etc. Donc, c'est des indemnités que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement. Et donc, on a dit, à partir du moment où on a eu un accord, et ça doit se mettre en œuvre en 2 ans, donc on n'a pas souhaité donc, pouvoir le faire. Alors, il faut dire que pour l'indemnité, les indemnités de logement spécifiques qu'on a accordées, une évaluation on va dire une évaluation de 15 milliards avait été faite par le gouvernement. Ça devait être 15 milliards environ pour 2018 et 24 milliards pour 2019. Mais à la date d'aujourd'hui, nous avons traité un peu plus de 30 000 agents et nous sommes à plus de 8 milliards que nous avons servi. Donc ce qui fait que l'évaluation de 2018 là, sur les indemnités de 15 milliards et quelques, ça ne va pas tenir quand on va finir de tout traiter parce que je vous ai dit qu'il y a 103 110 agents qui sont concernés, qui vont être servis. Tout simplement parce que quand on traite les indemnités d'un agent, quand on se rend compte qu'il y a des aspects qui n'avaient pas été pris en compte depuis quelques années, on est obligé de tout corriger et de tout servir. Et donc, on pense être dans une évaluation d'un peu plus de 30 milliards pour 2018 et puis au-delà pour 2019. Ça, c'est vraiment les aspects qui ont été arrêtés en termes indemnitaires. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité qu'on rouvre un débat sur les questions indemnitaires qui avaient été vidées dans le cadre de la signature du protocole d'accord de signé le 27 juillet 2018. La question des sortants, etc., il faut dire que cette année, pour la question des sortants, là, cette année, presque tous ceux qui ont été recrutés comme instituteurs adjoints certifiés, qui avaient des documents en règle, parce qu'il faut le RIB, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus autorisé de payer par biaitage des agents de la fonction publique, qui avaient leurs documents en règle. Tous ces agents-là ont obtenu leur salaire en fin septembre 2018. Il y a quelques cas résiduels que nous continuons de traiter, il y a quelques cas difficiles où on a repris, des gens n'avaient pas rempli leur dossier. Donc la question des instituteurs adjoints certifiés ou des ENEP, sortant des ENEP, en fin septembre, ils avaient tout reçu. Et donc, si vous voyez, il n'y a pas eu de problème, personne n'en a parlé, ça s'est passé très bien. S'il y avait des problèmes, certainement, on nous aurait interpellés, on allait les régler. Donc, à ce niveau-là, on a réussi à maîtriser la situation et donc, on arrive à payer les gens avant le début des cours, pour les premiers salaires. Maintenant, il se trouve qu'il y a la question des professeurs certifiés, des collèges ou des lycées et collèges, qui sont sortants de l'école normale supérieure de l'université Norbert Zongo de Koudougou ou de l'Institut des sciences à Ouagadougou. Alors la situation à ce niveau, c'est qu'ils sont gérés par 3 institutions. Les instituteurs, ils sont gérés par le MENA et la fonction publique. Les autres, c'est le MENA, l'enseignement supérieur et la fonction publique. Nous, au niveau du MENA, nous attendons leur dossier. Après les délibérations, nous attendons leur dossier pour commencer à traiter leurs actes, envoyer à la fonction publique pour la prise des actes. Pour cette année, nous avons reçu leur dossier en fin août. Parce qu'à Koudougou, il y avait des grèves. Et les enseignants ne voulaient même pas délibérer sur le cas des élèves professeurs. On est arrivé par des discussions à les amener à la délibération, ça a été fait. C'est en fin août que nous avons reçu leur dossier. Et quand nous avons reçu les dossiers, on a traité les dossiers. Et c'est le 6 septembre qu'on a envoyé acheminé les dossiers à la fonction publique pour la prise des actes. La prise des actes, c'est quoi? C'est les arrêtés d'intégration, etc. Que la fonction publique a travaillé. On a négocié à la fonction publique pour qu'on passe en premier.
Parce que toutes les écoles de formation envoient leurs dossiers. Et à partir du 11 septembre, la fonction publique, par un atelier à Koudou, a commencé à travailler sur nos dossiers. Ils n'ont pas fini, ils sont revenus. On a continué à faire le travail ici. Et donc, on ne pouvait pas, matériellement, traiter ces actes-là pour fin septembre, puisque le traitement des salaires s'arrête le 8 de chaque mois. Et donc, pour ceux-là, c'est en fin octobre que les premiers ont bénéficié. Tous ceux pour lesquels il n'y avait pas de problème, ils ont tous été payés en fin octobre. Et en fin novembre, l'essentiel a été payé. Il y a quelques cas résiduels. Il y a des gens qui n'avaient pas leur dossier au complet, etc. Donc, voilà la situation. Tant qu'effectivement, nous allons recevoir des dossiers en août ou en septembre, on ne pourra pas payer ces gens-là pour fin septembre. Donc, il y a un travail qui doit continuer. On va continuer de le faire, mais comme je vous dis, c'est sur plusieurs tutelles. Donc, cette affaire est en train d'être maîtrisée. La dernière situation, c'est la question des avancements, bonification des chemins, etc. Effectivement, le gouvernement s'est engagé, dans le cadre du protocole d'accord, pour les retards de 2016 à tout apurer en 3 mois. Nous avons commencé le travail. Vous voyez le nombre d'actes. Ce n'est pas évident, hein, on le dit, mais à l'épreuve, c'est difficile. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un comité bipartite de suivi de la mise en œuvre du protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats. De 20 membres, 10 côté gouvernemental, côté syndical. On se réunit une fois par mois, faire le point et expliquer de façon transparente et sincère, voilà ce que nous faisons, voilà les difficultés et on essaie d'avancer. Et donc on le monte au fur et à mesure. Et je peux dire, la situation pour les avancements de 2016, la situation elle est là. On avait au départ évalué à environ 40 000 agents, ceux qui étaient concernés par les avancements, bonifications et réclassements pour 2016. Et au fur et à mesure qu'on avançait, il y a des cas qui sont ressortis, qui sont apparus. Et on s'est retrouvé en fin avril à 45 889 agents concernés par ces 3 situations-là. Et sur ces 43 000 là, il y a 31 903 pour les avancements de 2016, 397 pour la bonification d'échelon et les reclassements 13 589, 45 889. Nous avons travaillé à prendre tous les actes et à la date d'aujourd'hui, nous avons signé tous les actes. Nous avons signé 44 676 actes. 44 676 actes ont été signés. Il y a 1112 dans le circuit. Le circuit, c'est soit c'est au contrôle financier, soit au secrétariat général, soit à la DRH en traitement. Et il y a 98 cas résiduels. Il y a 91 agents qui n'ont pas de notes toujours. On attend les notes. Parce que pour les avancements de 2016, il vous faut les notes de 2014 et de 2015. S'il y a une des notes qui manque, on ne peut pas traiter. Il reste 91 cas. On attend, on a relancé donc les structures concernées pour avoir ces situations-là. Et il y a 3 cas au niveau de la bonification des qui ne sont pas encore traités. Donc ça, et 4 au niveau des réclassements. Donc il y a 98 sur les 45 889 là, qui n'ont pas d'acte. Il n'y a que 98. Et pour le traitement financier, sur les 44 679 actes que nous avons signés, il y a 41 507 qui ont bénéficié des avantages pécuniaires, pour un montant de 10 271 363 196 francs. Et ça continue jusqu'en fin décembre, et on va même le continuer. Maintenant, ils commencent à nous demander, mais et pour les avancements de 2017, ce que nous leur avons dit, comme le gouvernement a promis une bonification d'un échelon pour 2018, c'est un acte administratif à prendre, donc on veut coupler ça avec le traitement de 2017 pour faire les deux en même temps. Sinon, on ne va pas s'en sortir parce que ça va faire 3 actes qu'on va prendre. Donc, vous multipliez 110 000 agents par 3 actes, ça fait 340 000 agents que vous avez traités en une année. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ça traîne, sinon ça va se faire. Et on a même fait le point à ce niveau de ceux qui n'ont pas les notes. On a écrit pour que les directions régionales amènent. Ils sont plus de 15 000. Sinon, c'est environ 40 000 aussi qui sont concernés par ces situations. Et pour les indemnités là, spécifiques et autres, là, nous avons, comme je vous ai dit, nous avons à la date d'aujourd'hui payé 8 586 277 275 francs. Ce qui a été payé. Et tout ça là, c'est en dehors, les 10 milliards et les 8 milliards, c'est en dehors des traitements normaux, des nouveaux salaires qu'on paye pour les sortants, etc. Sinon, nous sommes complètement au-delà. Donc, c'est pour rassurer les uns et les autres, vraiment de l'engagement du gouvernement à faire ça. Et donc, les questions du traitement des salaires des sortants et autres, là, ça a connu quand même une évolution. Et cette dynamique qui a été instaurée là, elle va continuer au fur et à mesure pour que nous puissions soulager donc, le personnel du système éducatif. Moi, je voulais revenir sur la mise à plat de la rémunération qui est prévue. La mise en œuvre effective de cela est prévue en
fin janvier. Est-ce que ce sera vraiment tenu? Et aussi, que deviendra aussi le fonds commun? Il y a une dernière question. Des Koglogo à Ouagadougou, voilà. Que dit le gouvernement? Est-ce qu'on va les chasser de Ouagadougou ou bien on va les laisser? La question sécuritaire au niveau surtout de la partie Sahel. Récemment, j'étais à Djibo. J'avoue que au-delà donc de la ville de Djibo, notamment dans les parties nord et est, on n'a plus d'administration. Je voudrais surtout qu'on nous rassure par rapport justement à l'éducation sur ce côté-là. Ma question est relative à la grève générale d'hier, la grève décrétée par les organisations syndicales. Comment est-ce que d'abord le gouvernement a suivi cette grève? Nous, on a fait un constat que c'était une grève qui a été suivie. Alors, le discours au niveau du gouvernement est qu'on ne compte pas reculer en ce qui concerne la diminution du prix du carburant. Maintenant, avec le syndicat qui va au front, comment est-ce que vous analysez tout ça? Sur la question de la grève générale, je pense que je ne vais pas revenir sur les motivations de la hausse. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez été des relais suffisamment intéressants en termes d'explication, en termes d'ouverture de débat pour les populations, en termes de diversité des opinions, pour que nous comprenions qu'aujourd'hui, c'était une obligation pour le Burkina Faso d'avoir ces 75 francs. L'autre aspect dont on ne parle pas souvent, c'est qu'en même temps que nous avons augmenté 75 francs, qui, je rappelle, correspond juste à une partie de la subvention, parce que la subvention est autour de 131 à 135 francs. Donc aujourd'hui, le super et le gasoil que nous utilisons est encore subventionné à plus de 50% par l'État burkinabé. Ça, c'est une vérité. On a décidé que tous les 3 mois, les prix seront réajustés pour ne pas tomber dans ce que nous avons connu avec cette longue période de 2 ans et demi en espérant une hypothétique baisse qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'ampleur de la hausse. Donc, ça a été fait. Ça veut dire que décembre, janvier, février, on regarde les cours et on établit une moyenne sur les 3 mois. Et si cette moyenne-là dépasse, je crois, les 75 francs CFA, immédiatement, il y a une répercussion qui est faite. Si dans un mois, la hausse dépasse 50 francs CFA, immédiatement, la répercussion est faite. Quand je parle de hausse, c'est également de baisse. Ça voudrait dire que la tendance baissière qui est observée actuellement, si elle se poursuit et qu'on fait une moyenne, en ce moment-là, forcément, février ou début mars, il y aura un réajustement des prix. Il faut qu'on soit en phase avec la réalité des marchés. Et pour ne pas tomber dans une situation où chaque 2 semaines, bon, certains organes le connaissent, ils sortent le matin, le prix a changé, le lendemain, le prix a baissé. Pour ne pas tomber dans ça, on a voulu qu'il y ait une certaine stabilité pour les ménages. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'un modèle qui tienne sur 3 mois avant de faire bouger les prix. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, la grève, elle est importante. Elle traduit l'expression d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas contents. Mais pour autant, le gouvernement a obligation d'avoir une réalité, une vérité au niveau des coûts. Et c'est sur ça que nous travaillons. Il y a d'autres aspects qui ont été avancés lors de cette grève-là. C'est des questions notamment d'audit de la Sonabi et de la Sonabel. Je pense que les journalistes que vous êtes, vous savez que la Sonabi a été auditée par la RCE en 2017. Je vous demande donc de rechercher les éléments et de publier. La Sonabi a été auditée en 2017. Donc comme on dit que on demande, et c'est la RCE qui l'a fait. Quand on dit qu'on demande l'audit de la Sonabi, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ça a été audité en 2017. Peut-être qu'il y a d'autres aspects d'audit qu'on peut demander spécifiquement. Si les journalistes remarquent qu'il y a des recommandations qui n'ont pas été appliquées, qu'ils les mettent au devant pour que les acteurs se rendent compte. Mais il y a l'audit qui a été fait. Il y a d'autres aspects qui ont été avancés, etc., sur lesquels le Premier ministre, son Excellence Claude Kabatieba, répondra à la plateforme qui lui a été donnée. Donc je crois que sur cette question-là, moi je me dis, c'est une réalité, ça fait du tort parce que ça touche un certain nombre d'éléments, mais le gouvernement a également pris des engagements. Souvenez-vous que nous avons discuté avec les transporteurs pour ne pas que les prix évoluent, parce que nous voulons garantir que les prix de consommation d'un certain nombre de produits ne bougent pas. Et le monde des transports, personnes comme marchandises, a accepté
Au regard des implications que ça pouvait avoir, ils ont conscience. Donc les transporteurs ont dit, accompagnez-nous sur certains aspects, qui sont des aspects importants. Je prends le cas des ralentisseurs. Ils disent, c'est un surcoût de 20% en termes de carburant, en termes d'amortissement de nos pièces, alors que le carburant, c'est 40% de nos charges. Regardez comment nous pouvons, dans le cadre de la sécurité routière, en respectant les principes qui prévalent dans l'installation de ces ralentisseurs ou de ces avertisseurs-là, que nous puissions éviter un surcoût et abîmer nos camions. Il y a un comité qui a été mis en place avec les transporteurs qui vont aller sur le terrain, qui vont vérifier les ralentisseurs qui posent problème et qui vont les enlever. Ils ont dit un certain nombre de choses sur lesquelles on a pris des engagements. Il s'agit notamment de la visite CCVA. Oh, j'ai vu dans la presse, on dit non. Non, on a dit selon l'âge des véhicules et pour le même montant. Ce n'est pas qu'ils payent moins cher. Le seul problème, c'est quoi? Vous avez au CCVA un camion qui arrive pour la visite technique. Il doit venir, notamment un transporteur, un car. Il doit le faire tous les 3 mois. Et le car peut rester immobilisé pendant 15 jours en raison de la rotation au niveau du CCVA. La personne perd 15 jours de chiffre d'affaires. Ils disent, pour le même montant, ils ne demandent pas de baisser. Pour le même montant, nous vous demandons de vous aligner sur les pays de la zone UEMOA, qui est 2 contrôles par an. Nous, on a même mis des conditions avec l'âge même des cars. Mais il faut savoir que, notamment au niveau du car passager, nous avons l'un des parcs les plus neufs de la sous-région UEMOA. Donc, il y a des efforts qui ont été faits. Donc, voilà comment le gouvernement a essayé d'amortir ces aspects-là. Il y a d'autres aspects sur lesquels ils sont en discussion. C'est une fiscalité spécifique pour la question, donc, la question des transports. On leur a répondu. Ils ont demandé souvent, ils disent qu'il y a une double imposition de la TVA. Le gouvernement dit, on va regarder et on va vous répondre sur ces aspects-là. Mais ils se sont engagés, sur la base de ce que nous avons proposé, à ne pas augmenter. Une évaluation sera faite de nos engagements courant janvier. Et si on a effectivement mis en œuvre ce que nous avons demandé, ils vont garder les prix en l'état et on va continuer. Sur la conférence qui s'est tenue sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État, le ministre Sango Abdoul Karim était également membre de cette commission, il pourrait revenir. Nous avons pris des engagements. Et nous allons respecter ces engagements-là, parce qu'à partir de janvier 2019, un certain nombre d'actes ont été dit. Il s'agit notamment de la question du plafonnement du fonds commun. Mais ce n'est pas une question qui touche uniquement le ministère de l'économie et des finances, non. Ça touche tous les fonds communs. 21. Ils sont 21. J'ai la chance d'être de cette commission avec le ministre Ouaro. Ça touche 21. On a pris un certain nombre d'engagements et on est en train de travailler sur une loi organique qui va gérer ces questions-là. Voilà. Voilà les questions que je... Maintenant, il n'y a pas de contradiction avec ce qui a été d'être fait avec les enseignants. Tous les protocoles d'accord qui ont été pris avant seront mis en œuvre. Maintenant, il y aura un nouveau prisme qui va être ces accords que nous allons avoir dans le cadre de ce que nous avons mis pour le fonds commun, les nouvelles grilles indiciaires et indemnitaires, qui peuvent réajuster ou réaménager un certain nombre d'actes. Ça, c'est évident. Le dernier point, c'est l'école Ouégo. Bon, vous savez, c'est les initiatives, j'aime bien le propos ça s'appelle les initiatives locales de sécurité. Il y a des textes qui les régissent. Ce qui est important dans notre pays, c'est que nous appliquions les textes à tous les niveaux. Et moi, je suis issu d'une pensée ou d'un courant d'action qui pendant des années a demandé l'application des textes. Donc, lorsque le gouvernement pose un acte et que la justice sanctionne le gouvernement, même si en tant que membre du gouvernement, je suis un peu contrit, je suis content parce que le droit s'exprime dans son entièreté. C'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour les Burkinabés aussi. Donc, celui qui tombe sous le coup de la loi, il se fera sanctionner de façon simple. Le ministre a dit que une enquête est en cours, les responsabilités seront dégagées. Mais vous savez, à moins de faire semblant, dans certaines régions de notre pays, sans l'école Ouégo, on n'aurait pas eu une situation de sécurisation. Il a fallu prendre en compte la réalité, comme ils disent les enseignants, la réalité de l'existant, de les mettre dans un encadrement et de faire avancer les choses. C'est des Kolo-Ouégo, mais c'est des citoyens du Burkina. On peut être Kolo-Ouégo sans forcément avoir un frein à la loi. Donc, on ne va pas vous exclure
de la ville, on ne va pas vous sortir de la ville de Ouagadougou, simplement parce que vous êtes Kolwego. Maintenant, si vous êtes Kolwego et que vous violez la loi, bon, je ne vais pas répéter ce que Rémi a dit. Il faut que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Alors, sur la conférence des rémunérations, c'est une initiative du gouvernement, mais vous avez vu que c'est avec la participation de tous les acteurs. Tout le monde a été convoqué, sauf ceux qui ont dit qu'ils n'y participent pas. Donc, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement veut imposer. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Si on veut permettre à ce pays d'évoluer et d'avancer. La réalité, c'est que si on continue comme ça, c'est le chaos. C'est tout. Et là, on a discuté, les débats étaient francs. On pense que le gouvernement veut se couvrir, mais si vous reprenez, et ça aussi c'est le rôle des journalistes, si vous reprenez les rapports sur la conférence des rémunérations, on a dit qu'on met à plat la situation de tout le monde, y compris les membres du gouvernement. Et ça, on est obligé d'avancer là-dessus. Sinon, on serait, j'imagine, un gouvernement qui n'est pas assez responsable. Autrement dit, la question des fonds communs, on ne peut pas la garder telle qu'elle était appliquée. Voilà. Je crois que la loi de finances est au Parlement. Dans tous les cas, le dernier mot revient au législateur, qui est le vrai représentant du peuple. C'est à eux de dire là-bas si oui ou non ils sont d'accord ou pas. En tout cas, l'option est faite de revoir cette question. Je voudrais, si vous le permettez, mettre un terme à cette conférence. Remercier vos différentes rédactions et vous-même pour votre disponibilité et espérer donc, comme vous l'avez toujours fait, vous accompagnerez le développement de notre pays dans un traitement équilibré et juste de l'activité politique, économique et sociale. Merci à tous, bon retour dans vos rédactions et bon week-end.